Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président. Une première question de Pascal. Pouvez-vous aborder le sujet du vote de confiance de Bayrou et son timing par rapport au mouvement du 10 septembre, s'il vous plaît? Son timing, ça va pas plaire aux gens qui sont soucieux de la francophonie, disons, comment ça s'insère dans l'agenda politique avec l'affaire du 10 septembre. Alors, évidemment, je m'attendais bien sûr à cette question. C'est tout à fait, comment dirais-je, à l'esprit de tout le monde. C'est la décision surprise annoncée par Bayrou d'avoir recours à la confiance. Alors il faut savoir, sans entrer dans trop de détails, que François Bayrou avait plusieurs possibilités. Il pouvait ne pas demander du tout la confiance. Alors traditionnellement, demander la confiance de l'Assemblée nationale, c'était un exercice que faisaient les premiers ministres nouvellement nommés. Et en règle générale, ce qui se passait naguère ou jadis, dans les débuts de la Ve République, lorsqu'il y avait un nouveau Premier ministre qui était nommé par le Président de la République, un jour ou 2 jours après, il allait à l'Assemblée nationale, il faisait un discours de politique générale et où il présentait quelle était la politique du gouvernement qu'il allait conduire. Et à l'issue de ce discours de politique générale, eh bien, il demandait la confiance de l'Assemblée nationale. C'était comme ça en temps normal. Ce qui avait quelque chose de très simple, puisque le nouveau Premier ministre, il annonçait la couleur, voilà quelle allait être la politique de son gouvernement. Et puis ensuite, il demandait, et à partir du moment où il avait la confiance d'une majorité de députés, eh bien, on partait sur des bases saines, et ça lui permettait pendant plusieurs mois d'être certain de disposer d'une majorité. Mais ça, c'était avant, comme dit la publicité. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Mais il s'est passé depuis lors des phénomènes absolument fondamentaux qui ont été la perte de pouvoir, la perte de substance de pouvoir de l'exécutif français, avec tous les transferts de souveraineté qui ont été concédés à l'Union européenne, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN, sans compter le gouvernement des juges, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc. Donc en fait, le pouvoir de l'exécutif qui sort des urnes choisies par les Français n'a pas arrêté de diminuer à toute allure, essentiellement d'ailleurs à cause de la construction européenne, mais pas seulement. C'est un phénomène. Deuxième phénomène, il y a eu l'affaire du quinquennat qui fait que, mais désormais, le président de la République et le Premier ministre se marchent sur les pieds. Et le président de la République, voyant le pouvoir diminuer à toute allure, il a eu tendance à empiéter sur les décisions prises par le Premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, on a eu un changement de régime progressif qui n'a pas été voté par les Français, qui est apparu progressivement avec le cours des événements. C'est ce que l'on a appelé la présidentialisation du régime. C'est-à-dire que la France a tendance à ressembler de plus en plus à un régime du style le régime, par exemple, des États-Unis, où il y a un président des États-Unis, un président fédéral, un président des États-Unis d'Amérique, et qui est également le chef du gouvernement. Et il a des ministres qui répondent directement. Alors que je rappelle que dans la Constitution française de 1958, De Gaulle avait bien veillé, De Gaulle et les constitutionnalistes qui l'accompagnaient, avaient bien veillé à ce qu'il y ait les 2 niveaux. Il y avait le chef de l'État qui était élu pour 7 ans et qui s'occupait de l'essentiel, qui était une espèce de monarque élu, s'occupant de l'essentiel, la destinée de la France, la stratégie de la France, la vision de la France à 10 ans, 15 ans, 20 ans, stratégie industrielle, stratégie géopolitique, stratégie militaire, stratégie agricole. Ça, c'était le domaine de réflexion du président de la République, qui s'arrogeait d'ailleurs essentiellement. On y était en prise directe, c'est ce qu'on appelait le domaine réservé avec les armées, d'une part, et avec les affaires étrangères. C'était son domaine réservé, comme on disait, quoique cette expression ne figure nulle part dans la Constitution française et que ce soit plutôt du droit coutumier qui était apparu. Et puis il y avait le Premier ministre qui, en vertu de l'article 20 de la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation. C'était le Premier ministre qui fixait la politique, qui conduisait la politique. Voilà.
Ce qui fait que, là je parle d'un monde que les gens de moins de 30 ou 40 ans n'ont pas connu, c'est que dans les années 60, moi j'étais tout petit, mais dans les années 60 ou dans les années 70, le président de la République, c'était pas lui, on l'entendait pas sans arrêt. De Gaulle avait une parole assez rare. Pompidou également. C'était le Premier ministre qui était en avant. Sous De Gaulle, la période de 1962 à 1968, c'était Georges Pompidou, Premier ministre, qui était beaucoup plus fréquemment en train de s'occuper des affaires, fixant les politiques. Et puis il y avait des ministres qui s'exprimaient, mais assez rarement, et puis qui prenaient des décisions, puisque c'était les Français qui décidaient. Donc tout ça, c'était vraiment la concentration du pouvoir. Et le chef de l'État, Charles de Gaulle, était une espèce d'instance suprême dont on entendait parler parce qu'il faisait une fois, de temps en temps, un voyage en province. Il faisait pas mal de voyages en province. De temps en temps, un voyage à l'étranger. C'était assez rare. Peut-être que, je sais pas, De Gaulle, j'ai pas fait le calcul, mais il faisait peut-être 2, 3 voyages à l'étranger par an. On n'en était pas dans cette espèce d'agitation furieuse d'un Macron qui est tout le temps entre deux avions pour se donner de l'importance, alors qu'en fait, il brasse du vent. Voilà. Et on avait donc cette hiérarchie qui faisait que le Premier ministre, c'était lui qui menait la politique de la nation, et c'était à lui que s'attaquaient les syndicats, que demandaient les syndicats. C'était l'aigreur de la population lorsque les gens étaient mécontents s'adressait d'abord au Premier ministre, beaucoup plus qu'au président de la République. Le Premier ministre servait de fusible. Voilà. Et donc, dans ces conditions, eh bien, le Premier ministre commençait en demandant la question de confiance. On est maintenant dans un tout autre domaine, puisque, en fait, comme je l'ai dit, le pouvoir s'est évanoui. Il y a de moins en moins de pouvoir réel. On a l'impression que le Premier ministre et le président de la République se battent parfois comme des chiens sur un os à ronger, puisqu'ils ont moins de choses à faire. Il y a eu des empoignades homériques entre certains présidents et certains premiers ministres. Mitterrand avec Chirac, mais c'était en période de cohabitation. Mais Mitterrand avec Michel Rocard, ça n'allait pas beaucoup mieux non plus. Et puis on a eu entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, derrière les sourires de façade, c'était des haines inexpiables parce que l'Élysée mordait de plus en plus sur le pouvoir du Premier ministre, qui devenait de plus en plus une espèce de directeur de cabinet, qui n'était plus le chef du gouvernement dans toute la plénitude de ce que ça doit représenter. Alors on en est arrivé là. Et aujourd'hui, c'est quoi? On assiste à un système qui est devenu très opaque, nocif, toxique, où le président de la République décide de tout, se mêle de tout, décide sur tout et empiète sur les prérogatives du Premier ministre. Alors, lorsqu'on a un président de la République en plus, et qui est un psychopathe, comme c'est le cas de Macron, qui est un malade mental, maintenant de plus en plus de gens le reconnaissent, Macron, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans les événements que nous vivons actuellement, parce que je n'ai pas vu beaucoup de journalistes en parler, parce qu'évidemment c'est assez secret, mais si vous avez un peu gardé en mémoire ce qui s'est passé au cours des dernières années, il y a un grand secret que l'on ne dit pas aux Français, c'est que c'est invivable de travailler comme Premier ministre avec Macron comme président. Faut vraiment comprendre ça. C'est à la fois parce que les institutions sont devenues complètement déphasées. Le poste même de Premier ministre n'a plus vraiment de sens. Dans le cadre maintenant avec le quinquennat du président de la République qui correspond à la durée d'une législature, avec le fait qu'il y a de moins en moins de travail à se partager. Donc il y a des haines cuites et recuites entre tous ces gens. Et puisque le président de la République ne s'occupe plus d'ailleurs de l'essentiel, puisque l'essentiel est décidé à Bruxelles, à Francfort et à Washington. Voilà. Donc il y a une dégradation du pouvoir du président de la République, qui n'est plus désormais que le gouverneur de la province France pour le compte de Washington et de l'oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur les destinées du pays. Et donc évidemment, c'est comme il y a un proverbe chinois qui dit que voilà, on ne peut pas laisser 2 crocodiles dans le même marigot. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enfer que vivent les premiers ministres avec Macron. Rappelez-vous que Édouard Philippe
lorsqu'il a eu terminé son mandat de Premier ministre, il a poussé un grand ouf de soulagement. D'ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui est assez secret, Édouard Philippe, mais vous voyez bien que il ne se rencontre jamais ou quasiment jamais avec Macron. Il en parle quasiment jamais. Il fait comme si ça n'existait pas. Et je pense qu'Édouard Philippe, il doit avoir en travers de la gorge le fait qu'il est co-responsable de l'endettement phénoménal que Macron a donné à la France, puisque ça s'est essentiellement passé avec le Covid pendant que Édouard Philippe était à Matignon. Quand il est parti, rappelez-vous ce qui s'est passé. Macron a cherché un Premier ministre. Il savait pas qui prendre, ici et ça. Et finalement, on a appris que c'était Nicolas Sarkozy qui lui avait soufflé le nom de ce pauvre Castex, Jean Castex. Alors, il paraît-il qu'il avait dit à Macron, c'est du gâteau, il a un accent du Sud, comme ça va être très très bien, ça va faire France profonde, enfin c'était de la manipulation. Bon, ils ont nommé Jean Castex, qui est un brave homme, mais que Jean Castex a été, je pense, il s'est rendu compte qu'il était tombé dans un enfer aussi. Puisque, en fait, il était avec Macron, qui est le président de la République, qui prend des décisions, qui ment comme il respire, qui dit n'importe quoi, qui ne connaît pas les dossiers, et qui parfois met le Premier ministre devant le fait accompli. C'est ça qui se passe. Les échos qu'on a dans les couloirs de la République, c'est que parfois, les ministres découvrent que le président de la République s'est exprimé, pas seulement le Premier ministre, mais des ministres du gouvernement, que le président de la République s'est exprimé sur des sujets qui sont les leurs, sans leur demander leur avis. Lorsque, par exemple, Macron a sorti, il y a 1 an et demi ou 2 ans, le fait qu'il voulait qu'il y ait des RER dans les 10 plus grandes villes de France, Toulouse, Nantes, Marseille, Nancy, Rennes, Lille, le ministre des Transports n'était pas au courant. Elle a découvert ça en lisant le journal ou en écoutant la radio. Enfin, voilà. Et donc c'est horrible de vivre dans cet enfer, parce qu'en plus de ça, vous êtes obligé de faire reset en disant oui, le président a su trouver les mots justes, et là, alors qu'en fait, chaque ministre se dit qu'est-ce qu'il a encore sorti comme connerie. C'est ça le truc. Et rappelez-vous ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu la fin du premier quinquennat, Castex voulait partir. Rappelez-vous. Reprenez les journaux de l'époque, Castex voulait partir, et Macron n'arrivait pas à fixer son choix. Ça a été le pauvre Castex, il a vécu un enfer sur Terre, tellement il voulait partir au plus vite. Et on l'a su par des bruits de couloir, à quel point c'est insupportable de vivre avec Macron, qui, en plus de ça, avec la présence de Brigitte Macron, qui a quand même une forte personnalité et qui, selon certains, interviendrait et aurait du poids dans les décisions qui sont annoncées par Macron. D'ailleurs, quand on voit l'arrivée de Tony Truante au Vietnam, où l'on a vu Brigitte Macron foutre carrément une paire de baffes à son mari devant les caméras du monde entier, on imagine qu'elle doit avoir un certain poids dans le ménage quand il s'agit des affaires de l'État. On a appris aussi autre chose. Enfin, je ne sais pas si vous suivez les gazettes, mais Macron, il a quelque chose qui est terrible, c'est qu'il a décidé de s'asperger d'eau de toilette. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il se met d'une eau de toilette qui s'appelle Eau Sauvage, qui a été créée par Christian Dior, la marque Christian Dior dans les années 70 à peu près. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, peut-être quand j'avais 19 ans, je sais pas quoi, pour un anniversaire, on m'avait offert justement un parfum un peu citronné, avec un peu de vétiver, un parfum pour homme qui est assez sympathique, voilà. Sauf qu'ils en ont fait dans les années 90, je crois. Enfin, j'ai passé l'âge de m'asperger d'eau de toilette, mais je me suis jamais d'ailleurs aspergé d'eau de toilette. Mais dans les années 90, ils en ont fait une version plus condensée qui tient beaucoup plus. Et on apprend en lisant les gazettes que Macron, paraît-il, s'asperge d'eau de toilette Eau Sauvage, voilà, extrême, dans l'objectif, mais allez, j'invente rien, allez voir les magazines qui en parlent, dans l'objectif qu'à l'Élysée, dans toutes les pièces, on sent si le président est là. Donc les gens sont terrorisés parce que quand on a... c'est dingue. Et c'est délibéré, il l'a expliqué à son entourage. Il a expliqué à son entourage, il est un peu, si vous voulez, comme un chien qui arrive et qui lève la patte pour baliser son truc en faisant pipi sur les arbres, etc., pour montrer que c'est son biotope, que c'est son territoire. Vous imaginez l'enfer des gens qui vivent avec ça ?
Hein, ça, c'est l'autre, c'est le versant que les gens ne connaissent pas bien de ce qu'il y a dans les palais nationaux. Voilà. Alors vous avez des gens qui sont placides, qui acceptent tout, qui sont des soumis, hein, des gens comme Madame Agnès Pannier. Il ne faut jamais se tromper, Pannier-Runacher, qui alors elle est là. Bon, c'est du gâteau, donc c'est Sébastien Lecornu, c'est du gâteau, on les entend jamais, on a l'impression que Macron les piétinerait, il dirait qu'il est formidable. Mais quand vous avez des personnalités qui sont un petit peu plus, qui ont un petit peu plus de personnalité, ben ça finit un peu au clash, voilà. Alors ça, finalement, rappelez-vous, Macron avait nommé Madame Borne. Ça s'est pas si bien passé que ça, d'ailleurs, avec Elisabeth Borne. Il y avait des rumeurs d'empoignades, des engueulades énormes entre Macron et Borne. Il paraît que Macron engueulait Borne, parce que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, Macron décide de tout, et quand ça va pas, il repousse la responsabilité sur les autres, bien sûr. Et donc, Madame Borne, semble-t-il, qui n'a pas l'air commode, il paraît qu'elle avait la réputation d'être une peau de vache. Elle se faisait engueuler par le président. Après, elle engueulait les ministres et ses collaborateurs. Enfin, c'est ça la vie, en fait, la vie quotidienne à l'Élysée sous Macron. Et quand elle est partie, Macron a cherché. Il nous a sorti Gabriel Attal. Vous avez vu que ça s'est pas très bien passé avec Gabriel Attal, puisqu'il y a eu donc cette dissolution avant les Jeux Olympiques, après les élections européennes. Vous savez que Gabriel Attal n'avait pas été informé de la dissolution. Il l'a appris, ou alors il a été informé une demi-heure avant sur le thème par un conseiller de Macron qui a dit « Je vous signale que le président annonce la dissolution de l'Assemblée nationale dans une demi-heure ». Donc à Gabriel Attal, même si ça n'a jamais été qu'un chef de cabinet, en fait. Bon, enfin, il était quand même Premier ministre de la République française. Il l'a pas très bien pris. Bon. Et on sait de sources sûres que ça s'est très mal passé. Et puis alors rappelez-vous ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu cette dissolution, ce coup de génie de la dissolution qui fait que depuis, la France est devenue ingouvernable en fait, hein, depuis cette dissolution intempestive de juillet 2024, qui a amené une assemblée absolument ingouvernable parce que du fait de la castorisation des électeurs entre le premier et le deuxième tour, du fait des alliances contre nature qui ont été nouées à cette occasion. En fait, c'est impossible, c'est comme un Rubik's Cube sans solution. Donc depuis ce moment-là, Macron s'est retrouvé encore une fois dans la panade. Et rappelez-vous qu'il a mis des semaines et des semaines et des semaines avant de trouver un Premier ministre. Il a fini par jeter son dévolu sur Michel Barnier, sur une suggestion d'ailleurs d'Alexis Kohler, qui était son secrétaire général de l'Élysée, lequel d'ailleurs Alexis Kohler, vous le savez, a fini lui aussi par tirer sa révérence et partir tellement il ne supportait plus Macron. C'est la réalité de la situation. Et donc il a aussi viré un responsable de la com, enfin c'est un petit peu ça. Et donc finalement, Macron a nommé Barnier qui est resté 3 mois à Matignon parce que Barnier a essayé d'exister un petit peu. Et puis ça s'est mal passé finalement, même s'il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et vous savez que quand il y a eu la motion de censure de Barnier, il l'a pris de façon très philosophique parce qu'il s'était aperçu qu'il avait mis les pieds dans un endroit épouvantable. Voilà. Alors après Barnier, ça a été rebelote pour trouver encore un Premier ministre. Mais il y a beaucoup de gens, on le sait, que Macron a contacté, des hommes, des femmes, dont il voulait qu'il devienne son Premier ministre et qui ont dit non. Hein, donc le problème de Macron, problème numéro 1, je crois que c'est important de rappeler cette fresque historique pour comprendre la situation en profondeur, c'est que Macron, il a du mal à trouver un Premier ministre. Du mal d'abord parce que la configuration politique est épouvantable. Il faut forcément qu'il y ait... parce que normalement, tous les premiers ministres pourraient être flingués tout de suite du fait de la coalition des oppositions, puisque les partisans de Macron sont très minoritaires. Voilà. C'est ça la réalité. Donc il faut trouver la bienveillance, sans participation au gouvernement de tel ou tel. Si Barnier a pu exister, si Bayrou a pu exister, c'est par la bienveillance du Rassemblement national. À de nombreuses reprises, le Rassemblement national a refusé de censurer Bayrou.
Voilà, donc ce qui a posé d'ailleurs un problème du Rassemblement national avec ses propres électeurs, parce que les électeurs ne comprennent pas pourquoi le Rassemblement national ne censure pas Bayrou. Moi non plus d'ailleurs. Parce qu'il y a une logique. En fait, la logique, elle est où? En fait, je suis désolé de le dire, mais c'est Mélenchon qui a raison sur le coup. Mélenchon a dit le chaos, c'est Macron. C'est pas Bayrou. C'est pas le problème, c'est que Macron a fini par nommer Bayrou, qui demandait ça. Ça faisait 45 ans que Bayrou attendait d'être Premier ministre. Bon, il en rêvait la nuit, il avait expliqué absolument à tout le monde. Il avait expliqué, paraît-il, à ses collaborateurs qu'il avait vu une voyante dans les années 70, comme quoi il serait un jour président de la République. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je le tiens d'ailleurs, cette anecdote, c'est une anecdote assez rigolote, je le tiens de Charles Pasqua, qui m'avait raconté un jour où il avait peut-être un petit peu forcé sur le dîner, la boisson, on avait bien rigolé, et il m'avait raconté, vous savez pourquoi Bayrou nous emmerde depuis des années? Je dis, ben non. Il m'a dit, c'est parce qu'il a vu une voyante qui lui a assuré qu'il serait à l'Élysée. Voilà. Rendez compte. Je vous jure que cette anecdote est absolument authentique. Bon. En attendant, finalement, Bayrou a réussi, non pas à l'Élysée, mais arrivé à Matignon. Il rigole dans la régie, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Et puis, bon, bah, là, il est arrivé à Matignon. C'était je crois que c'était le 13 décembre dernier. Hein. Donc ça fait... en fait, il nous a fait une grossesse nerveuse. Voilà, ça dure 9 mois. Au bout de 9 mois, vous avez vu Bayrou. Bon, il est d'abord, il a encore grossi. Deuxièmement, enfin, il est fatigué. Pourtant, il n'est pas très âgé. Il a 74 ans. C'est pas, à notre époque, c'est pas un âge canonique. Il a peu ou prou le même âge que Poutine. Excusez-moi, quand vous comparez Vladimir Poutine et Bayrou, il y a une petite différence de dynamisme, de réflexion, d'action politique, de génie politique, de conception de la stratégie. Voilà. Et il a quand même, Bayrou, il a quand même 4 ou 5 ans de moins que Trump. Voilà. Il doit avoir à peu près le même âge que Xi Jinping. Bon. Donc Bayrou, il est fatigué, ça se voit. Il est là, on voit qu'il dort, qu'il digère. Bon, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, Bayrou, depuis 9 mois, en fait? Je me suis posé cette question. J'ai demandé à un de mes collaborateurs que j'avais au téléphone avant-hier. J'ai dit, mais en fait, c'est quoi le bilan de Bayrou depuis 9 mois? Rien, enfin, on ne sait pas. À part de s'être empêtré dans l'affaire de Betaram, de scandales de pédophilie, etc. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a très concrètement fait? On cherche. Alors on cherche ce qu'il a pu faire, mais on n'a toujours pas trouvé, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer, si vous avez une idée sur ce qu'il a pu faire. Bayrou, Bayrou, hein, j'entends, on ne sait pas très bien. En attendant, moi, l'analyse que je fais de l'agenda, puisque c'était la question du début qui me permet de faire ce long développement, c'est que je pense que Bayrou, il en a marre. Voilà. Il est dans la même situation, en fait, que Borne, dans la même situation que Castex, qui voulait partir à tout prix, dans la même situation que Barnier, qui était bien content de sortir de cette maison de fous. C'est une maison de fous, hein, avec Macron à la tête. Quand vous avez un président de la République qui vous dit un jour la bête de l'événement arrive, elle est bientôt là, bon... quand vous êtes à Matignon, les ministres, ils se téléphonent entre eux, ils se disent qu'est-ce qui lui est arrivé. Bon, lorsque vous avez le président de la République qui a dit, là, il y a quelques jours, en parlant de la Russie est un ogre qui a besoin de manger, etc. Mais il est dingue. Enfin, c'est ouvertement, maintenant les gens ont compris qu'il était siphonné. Donc c'est pas évident d'être son Premier ministre dans ces conditions. Et donc je pense que Bayrou, il a dû se rendre compte finalement que tout ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait depuis 30 ans, en fait, tout ça pour ça, en fait. Je pense que c'est ça la réalité. Voilà. C'est quelque chose qui est ça fait penser à cette c'est un, je sais plus, c'est un dicton, je ne sais plus à qui il est attribué, qui dit parfois les dieux, pour punir les hommes, exaucent leurs désirs. C'est assez profond, voilà. Et il y avait le romancier essayiste Oscar Wilde qui avait tourné ça d'une autre façon, en disant la meilleure façon de se défaire d'une tentation, c'est d'y succomber. Ben voilà. Ben, ils sont tous devenus Premier ministre, ils se sont rendus compte
au bout de quelques semaines, quelques mois, que c'était l'enfer sur Terre, et qu'ils n'avaient pas de pouvoir, et que tout le monde leur tombait dessus. Voilà. Donc je pense que c'est fondamentalement l'action de Bayrou. Et donc, parce que Bayrou, il a choisi la voie la plus difficile. Parce que s'il voulait rester à Matignon, c'est pas ça qu'il devait faire. Il devait présenter son budget sous les colibets, les horions, les insultes, les trucs et les machins, présenter son budget et puis nous faire une borne. C'est-à-dire faire 2, 3, 4, 10... Je rappelle que Borne est arrivé à 23 ou 27, je ne sais plus, article 49 alinéa 3, hein, c'est-à-dire l'adoption d'un budget sans vote. Voilà. C'était faire du 49-3. S'il avait fait ça, le Rassemblement national avait déjà laissé entendre qu'il ne censurerait pas Bayrou, et donc il pouvait mener son budget, en gros. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il a cherché une voie qui est beaucoup plus difficile puisqu'il demande la confiance. Or, dans le cas, l'article 49.3, c'est un vote par défaut. Puisque pour qu'un gouvernement soit censuré, il faut qu'il y ait la majorité absolue des députés qui votent la censure. Alors que pour la confiance, ça ne se pose pas de la même façon. Dans un vote de confiance, c'est que c'est la majorité des députés qui votent. Et donc, il a lancé cette motion donc, de confiance, et puis il l'a lancée 9 mois après sa nomination. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure que normalement, dans la Ve République première manière, il aurait dû demander la confiance de l'Assemblée nationale à peine nommé. Et donc, s'il ne l'avait pas fait, c'était parce qu'il avait peur de ne pas l'avoir. C'est pour ça que ni lui, ni Attal, ni Borne, d'ailleurs, je crois, n'avaient demandé la confiance, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient de ne pas l'avoir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai Barnier n'avait pas demandé la confiance, mais il savait qu'il ne l'aurait peut-être pas. Parce que demander la confiance, c'est un geste positif. Voilà. Là, Bayrou, il demande au parti, à LFI, il demande au Parti communiste, il demande aux écolos, il demande au Rassemblement national, il demande aux ciotistes de dire « oui, j'ai confiance en vous ». Alors, c'est pas du tout pareil que de la motion de censure, où là, il suffit de ne rien faire. Il lance un article 49.3, les partis politiques d'opposition ne disent rien, ne votent pas, et hop, le truc est passé comme ça, passé muscade. Hein. Donc là, il a demandé en fait un soutien positif aux partis politiques. Alors ça, c'est tout autre chose, et vous avez vu la réponse. Le Rassemblement national, l'UDR, le truc de Ciotti, le Parti socialiste, encore que c'est à vérifier parce qu'il semble que ça tire à dire, je vais en revenir dans un instant, le Parti communiste, les écologistes, LFI et même Place publique de Glucksmann, ça c'est le coup de pied de l'âne, vont voter, ne voteront pas la confiance, ils vont voter contre la confiance. On peut y ajouter, il y a 11 députés non inscrits, donc sur les 11 non inscrits, il y a bien 3, 4, 5 qui vont peut-être voter aussi la défiance. Donc si vous additionnez tout ça, il est cuit. Voilà. Bayrou est cuit. La seule possibilité qu'il a peut-être de s'en sortir, c'est si au Parti socialiste, il y a une partie du PS qui décidait de ne pas voter la défiance et de lui voter la confiance. Actuellement, il y a les LR qui ont annoncé qu'ils ont voté la confiance, plus évidemment les macronistes qui vont voter la confiance. Mais actuellement, ce n'est pas assez. Parce que c'est vraiment la majorité, il y a le pour et contre, et puis c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. Donc ça veut dire que Bayrou, d'une certaine façon, a fait son harakiri. Peut-être en se disant d'ailleurs que le risque de chaos qui arrive, parce que si la confiance est refusée à Bayrou, il y a un risque effectivement de grande confusion politique et financière en même temps. Donc Bayrou a pu se dire peut-être que voilà, il jouait son va-tout. Parce que s'il a la confiance du Parlement, il pourra aussi dire aux zouaves de l'Élysée, attendez, moi j'ai la confiance du Parlement, tandis que vous, d'après les sondages, il y a 70% des Français qui veulent que vous dégagiez. Donc il y a aussi dans cette demande de confiance du Parlement une action de la part de Bayrou
vis-à-vis de Macron. Hein, ça me fait penser à un précédent historique célèbre, enfin célèbre pour les historiens de la Ve République, c'est que lorsqu'on était sous le mandat de Pompidou, qui avait été élu pour 7 ans, mais qui est mort, comme vous le savez, le 2 avril 1974, donc il est mort à peine un peu moins de 5 ans après son élection. Mais Pompidou avait nommé comme Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, qui était un gaulliste, mais un gaulliste un gaulliste pro-américain qui avait lancé un projet de nouvelle société qui s'inspirait du New Deal de Kennedy, etc., etc., et puis qui faisait venir à lui tous les médias, etc. Donc Pompidou avait fini par en avoir un peu ras-le-bol de Chaban-Delmas, qui lui taillait des croupières. Bon, voilà. Donc qui prenait des initiatives qui étaient un peu fatigantes. Donc Pompidou avait décidé de changer de Premier ministre, et il en avait prévenu Chaban-Delmas en lui disant qu'il allait nommer un nouveau Premier ministre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'avait fait Chaban-Delmas? Il avait demandé la confiance à l'Assemblée nationale. Ce qui avait été perçu par Pompidou comme un camouflet énorme. Vous vous rendez compte? Parce qu'effectivement, il avait eu la confiance de l'Assemblée nationale, ce qui revenait en fait à faire une espèce de prise de judo à Pompidou. Alors, le grand public ne savait pas que Pompidou lui avait demandé de dégager. Mais le grand public, du moins les gens qui s'intéressent à la politique, avaient compris après coup, parce que Pompidou avait été dans un tel état de fureur qu'il avait dit qu'il maintiendrait quand même sa décision. Et 15 jours après, Pompidou dégageait Chaban-Delmas. Ce qui avait fait quand même jaser les gens, enfin du moins ceux qui s'intéressaient à la politique, puisque le Premier ministre venait d'avoir la confiance du Parlement, et 15 jours après, Pompidou l'avait dégagé pour nommer à la place Pierre Messmer. Donc il y a, à mon avis, je n'ai pas vu beaucoup cette idée d'ailleurs traîner chez les journalistes politiques ou autres, c'est que je pense qu'il y a dans cette demande de Bayrou aussi la volonté si par hasard il arrivait à avoir la confiance, ça lui donne une arme, ça lui donne une supériorité politique et morale vis-à-vis de Macron. Je pense que ça, c'est important. Et puis je pense qu'il est dans un tel état d'esprit, Bayrou, qu'il doit se dire ça passe ou ça casse. Et il doit se dire si j'ai pas la confiance, moi je me casse et puis voilà, terminé. Les autres, je les laisse. Et pourquoi il peut faire ça? D'abord, je l'ai dit, je pense qu'il faut bien comprendre l'impossibilité de travailler avec Macron. C'est l'enfer sur terre. Donc ils en bavent. Et donc il se dit si j'ai la confiance, là, je vais pouvoir Macron lui dire un peu mezza voce là-haut, parce que moi j'ai la confiance, vous n'avez plus du tout. Deuxièmement, je pense que Bayrou, il a quand même peur de la situation qui arrive. Parce que la situation est absolument dramatique. Il faut savoir que dans les jours qui suivent, il y a je crois que c'est dès le 11 septembre, et ensuite le 25 septembre, et ensuite au mois d'octobre, vous avez les agences de notation américaines, Fitch Ratings, je crois que c'est le 11 septembre, c'est à vérifier. Le 25 septembre, c'est Moody's, et je crois au mois d'octobre, c'est à vérifier aussi, vous avez Standard & Poor's, qui vont donner et délivrer leur nouvelle notation pour la France. Or, on sait que la dernière fois, Standard & Poor's avait été à 2 doigts de faire basculer la France de la note AA- à la note A+. Je l'ai déjà expliqué, je reviens, c'est des sujets un peu techniques, mais c'est vraiment très très important à comprendre, si vous voulez bien comprendre la situation. J'ai déjà expliqué que si la France perd son AA- chez Standard & Poor's pour avoir un A+, vous avez toute une série d'investisseurs internationaux qui, d'un seul coup, ne voudront plus détenir de la dette française. En tout cas, qui n'en achèteront plus. Et qui peut-être voudront s'en débarrasser. Ce qui signifie que les taux d'intérêt sur la dette française risquent d'augmenter très très fort. Et donc il risque d'y avoir un choc financier mondial partant de la France. C'est justement parce qu'il y a ce choc qui a été perçu à l'époque qu'il y a eu des pressions politiques au plus haut niveau, et pas seulement venant de France, je crois que venant de la BCE, venant également des États-Unis, parce que c'est dans un univers, ce capitalisme financier mondial, où tout le monde se tient un petit peu, c'est quelque chose de systémique. Donc il y a eu des demandes qui ont été, même si les agences de notation américaines sont indépendantes, il y a quand même eu des demandes en disant non, n'abaissez pas la note de la France parce que là vous risquez de... Et donc
Standard & Poor's avait retenu sa notation. Elle avait gardé le AA-, pardon, à la surprise générale, mais en annonçant des perspectives négatives, ce qui était quand même pas très bon. Et c'est pareil pour les autres. Or là, qu'est-ce qui vient de se passer? À partir du moment où Bayrou, lui, pense qu'il y a un risque d'être dégradé. Parce que depuis la dernière fois, la situation n'a continué à se dégrader. Je l'ai expliqué, je crois, dans un direct il y a quelques semaines. L'endettement public de la France, au cours des 6 premiers mois de 2025, a encore augmenté de 100 milliards d'euros. C'est devenu une machine folle, en fait. Et comme je l'ai déjà expliqué, pour commencer à réduire l'endettement de la France, il faut faire des coupes sombres qui ne sont pas des coupes de 43 milliards d'euros dans le budget, mais des coupes de 140 milliards d'euros ou 150 milliards d'euros. C'est-à-dire que même le budget que va présenter Bayrou fera ressortir la poursuite d'un déficit. Certes, une diminution du déficit, mais un déficit quand même qu'il faudra donc, couvrir avec de nouveaux emprunts, d'une nouvelle dette. Et les agences de notation sont fondées à se dire, écoutez, la dernière fois on vous avait dit que c'était plus possible, maintenant c'est plus possible. Donc ce que craint Bayrou, c'est très probablement que malgré un budget avec des coupes sombres qui ne sont pas si sombres que ça d'ailleurs, eh bien que les agences de notation disent que ce n'est pas suffisant. Les agences de notation américaines, que les marchés financiers écoutent religieusement pour savoir les taux d'intérêt à quel taux d'intérêt ils vont accepter de financer le déficit public français, ces agences de notation américaines sont maintenant extrêmement inquiètes de la situation en France. Et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que si d'aventure, comme je l'ai dit, elle dégrade la note de la France, les investisseurs internationaux s'en vont et que là, la France est dans une situation de quasi-faillite. Ce qui signifie un traitement à la grecque avec l'arrivée du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne dans une troïka comme il y a eu pour la Grèce. Et alors là, ça sera pas un truc à la Bayrou. Là, ça sera vraiment des coupes sombres, des ventes par appartement du patrimoine public, diminuer profondément les retraites, les trucs. C'est ce qui est arrivé en Grèce. Rappelez-vous qu'en Grèce, le taux de suicide des retraités a été multiplié par 2 en quelques semaines avec les potions du Fonds monétaire international. On est dans une situation qui est vraiment très grave. Et je pense que Bayrou se dit c'est foutu, moi je ne veux pas porter ce chapeau-là. En attendant, ce que je dis est tellement exact que s'il y en a peut-être parmi vous qui suivent l'actualité des marchés financiers, mais depuis que Bayrou a annoncé qu'il allait demander la confiance, on a vu d'un seul coup les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers sur la dette publique française grimper brutalement. Et il y a une notion dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, qui s'appelle le spread. C'est un mot anglo-saxon, je vous prie de m'en excuser, mais enfin c'est le mot consacré. Le spread, c'est la différence de taux d'intérêt qu'il y a entre les obligations allemandes, ce qu'on appelle le Bund, les obligations fédérales à 10 ans, et les obligations assignables du Trésor français, les OAT à 10 ans. Or, le spread, il est positif, c'est-à-dire que la France, les taux d'intérêt demandés au Trésor public français sont supérieurs à ceux de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est jugée comme étant plus sérieuse. Mais le spread est passé, là, depuis les 48 heures qui viennent de s'écouler, de 66 points de base à quelque chose, je crois, comme 82 points de base. Et encore, j'ai pas vu ce qui est passé cet après-midi. Donc il y a une brutale augmentation du spread. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'augmentation, il y a un différentiel de taux d'intérêt brutal qui se creuse, ça veut dire qu'actuellement, la signature de la France, elle est, je crois, moins bonne maintenant, elle est cotée moins bonne que l'Espagne. On n'est pas très loin de la Grèce, donc c'est vraiment très 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 mauvais pour la signature de la France. Et si d'aventure Bayrou perd la confiance, on entre dans une situation le poteau noir, disait De Gaulle. On entre dans le poteau noir, c'est un terme de marine. Pot
eau noire, c'est quand on fait de la marine, quand on est dans un voilier au XVIIIe siècle et que d'un seul coup il y a un immense ouragan, on est loin de toute terre habitée, d'un seul coup ça s'appelle le pot au noir, le poteau noir. Eh bien là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Voilà. Alors peut-être que Bayrou, il s'est dit, moi je vais prendre mes clics et mes claques avant. Comme ça, c'est mon successeur qui va se ramasser cette difficulté. Et puis, il y a effectivement cette annonce du 10 septembre qui, je l'ai dit depuis maintenant plusieurs semaines, moi, me laisse quand même je trouve ça très bizarre. Je vais consacrer une petite vidéo pour rappeler le nombre de ces manifestations que l'on nous a sorties depuis 2010. Ça avait commencé avec le livre de Stéphane Hessel sur les indignés. On a eu des quantités de trucs comme ça. Il y a toujours derrière ça des gens, on ne sait pas très bien qui est derrière. Il y avait le jour de colère, on avait appris après coup que c'était le Rassemblement national qui était derrière. Il y avait les apéros, l'apéro anti-Macron, ça c'était Antoine Léaumont, qui est un député LFI, qui était derrière. Il y a eu le barbecue anti-Macron, ça c'était Ruffin qui était derrière. On a eu bien sûr le mouvement des bonnets rouges, ça c'était un collectif de 30 chefs d'entreprise bretons qui était derrière. On a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été complètement salopé par l'infiltration voulue par le gouvernement avec des black blocs qui avaient partie liée avec la police pour pourrir le mouvement de l'intérieur. On a eu comme ça toute une série de mouvements. Voilà. Donc, moi, ce que je vois sur cette affaire de 10 septembre, c'est que c'est extrêmement médiatisé. Alors, je parle quand même, on me reconnaîtra quand même une certaine expérience en la matière. C'est que lorsqu'on ne veut pas que quelque chose prenne de l'ampleur, on n'en parle jamais. C'est notre cas. Voilà. Pour le grand public, il y a des gens, il y a des millions de Français en France qui n'ont jamais entendu parler de l'UPR parce qu'ils n'ont pas forcément fait attention en 2017 à ma bobine. Il faut dire que je suis passé 0,8% du temps de la campagne à la télé. Et donc, il suffisait de pas ouvrir la télé à 6 heures du matin ou à 23 heures pour ne pas me voir. Et donc, il y a énormément de Français qui n'ont jamais entendu parler de moi. Donc, ça, c'est quand on veut pas que quelque chose existe. Mais malheureusement pour eux, on existe quand même. Et on se développe grâce à Internet. Alors que pourquoi est-ce que là, les médias ne cessent que de parler de ce 10 septembre ? Il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre qui est derrière. On a appris récemment que LFI appelle à manifester ce jour-là. On a vu aussi qu'il y a eu M. Alexandre Jardin avec le mouvement des gueux, hein, il a créé un mouvement des gueux. Enfin, ça s'écrit en 3 mots. Un mouvement des gueux, c'est pas le mouvement des gueux, mais c'est le mouvement des plus loin gueux, ce qui est extrêmement méprisant d'ailleurs pour les gens. On a appris que M. Alexandre Jardin, bon, tout ça, ça fricote avec Bellamy, avec comment il s'appelle, David Lisnard, une partie des LR. Et puis Alexandre Jardin, c'est quand même quelqu'un qui a à chaque fois rabattu les voix pour Macron. Donc maintenant, Alexandre Jardin, avec son mouvement des gueux, il veut en profiter pour le 10 septembre. Donc c'est l'objet de toutes les récupérations possibles. Bon. Est-ce que Bayrou a pris peur en se disant ce truc peut déraper, il peut y avoir l'état d'esprit de l'opinion est tellement... peut-être que ça a pu jouer aussi dans son esprit. C'est possible. C'est pas la seule chose. Il y a aussi en matière internationale des choses peut-être qui inquiètent M. Bayrou. Parce que j'ai pas rêvé. Sur la scène politique internationale, Macron s'est fait remarquer de façon extraordinaire au cours des dernières semaines, des derniers jours. D'une part, sur l'affaire ukrainienne, où il fait feu de tout bois pour essayer de torpiller le projet de paix entre Poutine et Trump. C'est complètement dingue, en fait. Hein, c'est vraiment extrêmement dangereux le jeu qu'il joue. Je signale d'ailleurs au passage, vous avez vu des entrefilets, on apprend ça par le Canard enchaîné, on apprend ça par telle ou telle déclaration de tel ou tel ministre, de Madame Catherine Vautrin, notamment ministre de la Santé, qu'on commence à dire, par exemple, qu'il faut que la France se prépare en avril 2026 pour accueillir des milliers et des milliers de blessés dans les hôpitaux. Alors allez vous renseigner auprès du Canard enchaîné. Donc il y a quand même des gens, alors peut-être qu'ils sautent un peu vite aux conclusions, mais il y a des gens qui se disent Macron est foutu pour foutu sa présidence, il risque de nous entraîner
vers un conflit avec la Russie. Donc déjà là, c'est très grave, et ça, d'ailleurs, ça tangue sérieusement, puisque vous avez vu que il y a presque eu un conflit entre l'Ukraine et la Hongrie. L'Ukraine a bombardé des postes du gazoduc Druzhba en Russie qui fournissent l'énergie à la Hongrie. Donc la Hongrie est au bord du conflit avec l'Ukraine. La Pologne est au bord du conflit avec l'Ukraine également parce que les Polonais en ont ras-le-bol de payer pour les Ukrainiens. Et puis on a appris aussi les déclarations qu'a faites Salvini, le vice-président du Conseil italien, quand il a entendu Macron qui a dit la Russie est un ours qui a besoin de manger, qui va nous croquer. Enfin, c'est une histoire de Charles Perrault. Enfin, c'est quoi? C'est le grand croque-mitaine ou c'est le petit chaperon rouge. Enfin, ça veut dire que il faudrait vraiment la psychanalyse de Macron, elle est de toute urgence. Hein. Et là-dedans, il y a des vieux traumas enfantins qui doivent être particulièrement piqués des vers, parce que qu'est-ce que la réaction il y a des chefs d'État et de gouvernement dans les pays d'Europe. Quand on leur dit Macron a dit que la Russie et Poutine c'est un ogre qui veut nous dévorer tous, mais il faut donc aller défendre la Russie. Vous avez le vice-président du Conseil italien Salvini qui a dit avant-hier, Macron, il n'a qu'à prendre son casque et son fusil et aller au front. Vous avez vu ça? Macron l'a pris très mal, parce qu'en plus ce monsieur est extrêmement susceptible, comme tous les dingues. Donc il a pris ça très très mal. Et il a demandé au Quai d'Orsay de convoquer l'ambassadrice d'Italie, qui s'appelle madame, je crois, Emanuela Di Alessandro, qui est une femme, qui est ambassadrice. Enfin, à mon époque, on disait madame l'ambassadeur. L'ambassadrice, c'était la femme d'un ambassadeur. Mais enfin, bon, maintenant, peut-être qu'il faudrait dire l'ambassadeuse, je ne sais pas. Enfin, bref. Enfin, c'est en tout cas elle qui est l'ambassadrice de l'Italie en France. Elle a été convoquée au Quai d'Orsay. On lui a fait une admonestation. Il y a Jean-Noël Barrot qui lui a dit, vous comprenez, voilà, c'est contraire les déclarations du vice-président du Conseil italien, c'est-à-dire l'adjoint direct de Meloni. C'est contraire à l'amitié traditionnelle entre la France et l'Italie, les relations de confiance qu'il doit y avoir, etc. Alors, l'ambassadrice, elle a dû dire oui, et comprend, excusez-moi, je vais faire part de tout ça à mon gouvernement, etc. Je pense qu'elle a dû faire ce que fait un ambassadeur quand il est convoqué dans un ministère des Affaires étrangères. Parfois, ça arrive à nos ambassadeurs de France d'être convoqués. Ça a été le cas, par exemple, au ministère des Affaires étrangères russe à Moscou, sur telle ou telle déclaration de Macron. Je crois que c'est même plus le cas, là, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que là, il y a Macron qui dit Poutine, c'est le grand méchant loup, c'est un ogre qui veut tout manger. L'ambassadeur de France a même plus été convoqué par Lavrov. En fait, ils s'en foutent. Ils ont compris que c'était un zouave, donc ils n'y portent plus attention. Mais donc, l'ambassadrice d'Italie, elle est revenue à son ambassade. Elle a dû envoyer un télégramme à la Fornarina, comme on dit pour les spécialistes, c'est-à-dire le palais national italien où est installé le ministère des Affaires, la Farnesina, où est installé le ministère des Affaires étrangères italien. Elle a dû dire, bon voilà ce qu'il y a. Le résultat des courses, vous l'avez vu, c'est que le lendemain, Salvini, c'était hier, le lendemain, il en a rajouté une louche. Il a dit, non, mais de toute façon, Macron, tout le monde le déteste, 80% des Français ne veulent qu'une chose, c'est qu'il dégage. D'ailleurs, il a dit, il n'en rate pas une. Il s'est fâché avec Trump, il s'est fâché avec Netanyahou, il est fâché avec Poutine, il est fâché avec le gouvernement italien, il y en a marre. La convocation de l'ambassadrice d'Italie n'a pas été suivie des faits. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Et Bayrou, il a dit qu'il allait se battre comme un chien. Un chien, il a comme modèle, un bulldog retraité qui est en bout de course et qui fait dodo toute la journée sur un canapé. Vous avez vu, c'est une déclaration de Bayrou. Aujourd'hui, il a dit « je vais me battre comme un chien ». Bon. Je sais pas, moi, je vois plus Bayrou en bulldog qu'en Rottweiler, hein, il me semble. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il peut se dire que lui, il faut qu'il s'en aille. Parce que tout ça, ça pue. Et puis, c'est pas tout. Il y a l'affaire de la reconnaissance de l'État palestinien. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas bien expliqué aux Français, mais il y a Netanyahou, le gouvernement israélien, l'extrême droite israélienne qui font feu de tout bois pour empêcher
Macron de reconnaître l'État palestinien. Et les Européens. D'ailleurs, Merz, hier, a annoncé que l'Allemagne ne reconnaîtra pas l'État palestinien. Donc c'est très très important de comprendre qu'il y a pratiquement une déclaration de guerre, en tout cas il y a une guerre médiatique maintenant entre Macron et Netanyahou. Et c'est allé très loin, et également les États-Unis. Puisque vous avez suivi cette affaire, alors je parle de beaucoup de choses en même temps, mais ça explique pourquoi peut-être Bayrou veut s'en aller, c'est que par ailleurs, il y a l'ambassadeur des États-Unis en France, qui s'appelle Charles Kouchner, qui est un escroc patenté. Il a fait 14 mois de prison dans une prison fédérale pour subornation de témoins, détournement de fonds, enfin, c'est des trucs... voilà. Mais il se trouve que ce monsieur Kouchner est le père d'un type qui s'appelle Jared, qui s'est marié avec la fille aînée de Trump, qui s'appelle Ivanka Trump. Ça veut donc dire que Trump et Kouchner sont alliés, comme on dit, c'est-à-dire que leurs enfants se sont mariés. Voilà. Et donc, Trump, il a gracié le père de son gendre, il l'a sorti de prison quasiment, en tout cas il l'a gracié, et après ça, il l'a nommé à l'ambassade des États-Unis en France. Moi, je peux vous dire que si j'avais été à l'Élysée, j'aurais donné l'instruction que j'aurais refusé l'agrément. Hein. Parce que la Convention de Vienne des relations diplomatiques d'avril 1961 autorise parfaitement un gouvernement à refuser l'accréditation d'un ambassadeur que l'on ne veut pas. Il y en a plein d'exemples. Hein. Donc moi, j'aurais vu ça, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. D'autant plus que ce monsieur Kouchner, quand il est arrivé, Charles Kouchner, il est juif et il est proche de Netanyahou. Et il a fait des déclarations sur Israël 24 News en disant que son mandat, enfin que là, en étant ambassadeur de France, l'essentiel de son activité allait être de pousser à accroître la lutte contre l'antisémitisme en France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a pris ses fonctions le 11 juillet, et là, c'était le 23 ou 27 août, 43 jours après. Il a rien trouvé de mieux que de publier une lettre ouverte à Macron en disant « Monsieur le Président de la République », et cette lettre ouverte dans laquelle il accuse Macron de ne pas suffisamment lutter contre l'antisémitisme en France, premier point, et deuxièmement, il l'accuse de vouloir reconnaître un État palestinien. Et il n'a pas fait que ça. À la limite, il aurait pu écrire une lettre confidentielle. Mais il l'a envoyée au Wall Street Journal, c'est-à-dire un des plus grands journaux américains, qui s'est fait un plaisir d'en faire une lettre ouverte et de le publier devant le monde entier. Et cerise sur le gâteau du scandale, c'est qu'il en a fait ouvertement copie à Donald Trump, président des États-Unis, et Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Il paraît que Macron a appris ça par les journaux, en fait. Donc imaginez que, évidemment, il est entré certainement dans une transe de fureur, je suppose, et donc Macron... Et il a dit que c'était des propos abjects et inacceptables. D'autant plus qu'il y avait Benjamin Netanyahou qui en avait rajouté une louche en disant que la France ne luttait pas contre l'antisémitisme. Donc il faut bien comprendre qu'il y a actuellement une politique, on est en pleine géopolitique, qui est menée par le gouvernement israélien, c'est-à-dire par l'extrême droite, le Likoud et l'extrême droite israélienne, dont j'ai 50 fois expliqué que ça ne représente pas tous les Israéliens, qu'il y a toute une gauche israélienne et qui ne sont pas d'accord avec cette politique jusqu'au-boutiste et belliciste, en fait, de Netanyahou, de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir, donc c'est vraiment l'extrême droite israélienne, qui ont décidé, à l'évidence, d'instrumentaliser l'antisémitisme, de faire croire que la France serait un pays où il y aurait un antisémitisme extraordinaire absolument partout, et de mettre au banc des accusés Macron. Et donc Macron, ça ne lui a pas plu du tout, donc il a répondu vertement en disant que c'était un scandale, que c'était ce que disait Netanyahou et donc Kouchner, l'ambassadeur américain, c'était une offense à toute la France,
qu'on n'avait pas des leçons à recevoir, qu'en revanche, Netanyahou devait arrêter de sa politique folle, parce que maintenant, l'armée israélienne, Netanyahou veut que l'armée israélienne mette la main sur la ville de Gaza, et donc Macron indique qu'il faut arrêter. Il faut arrêter aussi la nouvelle invention de l'extrême droite israélienne, c'est d'autoriser 3000 logements en Cisjordanie pour couper l'État, l'embryon de Cisjordanie qui pourrait être l'État palestinien. L'objectif déclaré de l'extrême droite israélienne étant d'empêcher la solution à 2 États. Bezalel Smotrich s'en est vanté devant les caméras en disant avec ces 3000 colonies, nous allons empêcher cette folie des 2 États. Et donc Macron est en guerre ouverte avec Netanyahou, mais aussi avec Kouchner, qui a fait cette déclaration. Autant dire que la situation, en termes internationaux, est quand même très très mauvaise, et que peut-être Bayrou s'est dit « Ouh là là, je vais me retirer sur la pointe des pieds ». C'est possible, hein, je ne sais pas. C'est possible que face à tout ça, ils se disent « Je préfère que ce soit d'autres qui se ramassent cette affaire ». En attendant, et s'agissant de Kouchner, vous avez su ce qui s'est passé, c'est que Macron a donné instruction au Quai d'Orsay de convoquer l'ambassadeur des États-Unis au Quai d'Orsay, comme d'ailleurs la veille, il avait fait convoquer Madame Emanuela Di Alessandro, qui était l'ambassadrice d'Italie, qui, elle, était venue comme c'est son devoir. Sauf que là, il a convoqué l'ambassadeur Kouchner, et Kouchner a fait savoir qu'il n'irait pas. Il a été pris en photo, d'ailleurs, en train de se balader avec sa femme à Saint-Paul-de-Vence, en France, où il est en vacances, alors qu'évidemment son devoir absolu, c'était de revenir immédiatement et de se présenter à la convocation du ministère des Affaires étrangères. Parce que je rappelle qu'un ambassadeur, ça n'est jamais qu'un haut fonctionnaire qui représente un gouvernement. Et il est normal que de temps en temps, un gouvernement puisse convoquer. Moi, j'ai jamais vu ça dans mon expérience que j'ai eue. Je n'ai jamais vu qu'un ambassadeur refuse de déférer à une convocation. Et donc Kouchner a envoyé son chargé d'affaires, c'est-à-dire le numéro 2 de l'ambassade. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai fait un tweet là-dessus, j'en profite pour le signaler. Macron, là, il est au pied du mur. Et normalement, ce qu'il faudrait faire devant cette configuration, eh bien, c'est prévu dans la Convention de Vienne, c'est de déclarer l'ambassadeur des États-Unis persona non grata. Voilà, c'est prévu. Persona, c'est une formule latine qui veut dire cette personne n'est pas désirée, persona non grata. Et quand un membre d'un corps diplomatique est déclaré persona non grata, le pays accréditant, ici la France, fait savoir au pays accréditaire que son ambassadeur, ou ça peut être un autre membre de l'ambassade, est persona non grata et il a 48 heures ou 72 heures pour dégager. Voilà. Et donc la France devrait faire ça, parce que cet ambassadeur a violé la Convention de Vienne, qui est un traité international. La Convention de Vienne précise expressément, c'est absolument écrit noir sur blanc, que les membres d'une ambassade n'ont absolument pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État. Le travail d'un ambassadeur, c'est de défendre, dans le pays où il est accrédité, la politique du gouvernement qu'il représente. C'est normal que l'ambassadeur des États-Unis puisse s'exprimer dans les médias en France ou aller dans des réunions où il défend la politique du président Trump. C'est plus que normal, c'est son devoir, c'est son rôle, c'est de défendre la politique des États-Unis. Le rôle d'une ambassade, c'est également d'observer la scène politique et éventuellement, enfin c'est ce que font les ambassades tout le temps, c'est d'envoyer des télégrammes diplomatiques à leur ministère d'origine en disant voilà ce qui se passe en France. Mais en aucun cas un ambassadeur ou un membre d'une ambassade ne doit s'exprimer en disant « Monsieur Macron, vous ne savez pas bien ce que vous faites, parce que ça s'appelle... C'est même plus de l'ingérence. C'est tout simplement que la France est devenue une colonie avec un ministre des colonies qui nous explique ce que l'on doit faire. Donc normalement, Macron doit demander à Kouchner de dégager en vertu de la persona non grata. Et je pense d'ailleurs que ça vaudrait à la France le soutien massif d'une très grande partie de l'opinion publique mondiale. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un dingue. C'est qu'il est dingue, par ailleurs, Macron. C'est tout le problème. Et la configuration est vraiment compliquée. Bon, voilà ce que je pouvais dire. J'ai été assez exhaustif, je crois, sur la situation politique, diplomatique actuelle, mais qui, à mon avis, a fait peut-être peur
à François Bayrou, qui s'est peut-être dit « Bayrou, c'est pas un diplomate, c'est pas quelqu'un qui a une connaissance de la diplomatie mondiale, il n'y connaît pas grand-chose. Je ne sais pas s'il connaît grand-chose d'ailleurs à quoi que ce soit, en fait. Mais enfin, bon, si, il connaît grand-chose dans la politique aérienne, comment se placer. Voilà, c'est quand même... Tout le monde sait que depuis des décennies, il a été surnommé, c'était quand même quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers. Voilà, il a un talent qui force quand même une certaine admiration. François Bayrou est quelqu'un qui a bouffé à tous les râteliers de la République depuis des années. Il est resté 9 mois à Matignon. S'il part maintenant, eh bien, il est Grand Croix de l'Ordre national du mérite, puisqu'un Premier ministre devient Grand Croix de l'Ordre national du mérite au bout de 6 mois de fonction, et puis il peut partir avec une retraite très confortable qu'il cumulera avec tous les retraites des ministères qu'il a occupés, de la mairie de Pau, de trucs et des machins. Il va nous faire un truc comme François Hollande. On a appris ces jours-ci que François Hollande, il avait, je crois, 30 000 ou 35 000 euros de retraite mensuelle payés par le contribuable. Voilà ce que je pense.